Les Français qui ont réussi, Stéphane Dehoche, Fabrice Grinda et Frédéric Rombaud. Salut Stéphane, merci. Donc Stéphane Dehoche, jusqu'à présent c'était un de nos partenaires, hein, une petite boîte. Et puis boum, 600 millions par Adobe. Fabrice Grinda, voilà, il est là. Et Frédéric Rombaud. Alors voilà, je vais vous présenter tous les trois. On commence par toi, Fabrice. Alors, ça fait à peu près 13 ans, 14 ans que tu es dans ce business. Peut-être un peu plus, 15 ans, et oui, tu ne les fais pas. Et, enfin, tu fais un peu plus de 15 ans, mais tu ne fais pas... Voilà. Et je ne vais pas te demander ton âge. Et donc, Fabrice, tu avais créé Auckland pendant la période folle. Jean-Michel Billot, ici présent, s'en souvient. Et ça ne s'était pas très bien passé avant même l'éclatement de la bulle, pour des raisons. C'était l'époque de LVMH, Europe at Web, sur lesquelles on ne reviendra pas. Et ensuite, carrément, tu es parti aux États-Unis. Tu as créé là-bas une société dont j'ai du mal à... Quelle est cette société que tu avais créée aux États-Unis et que tu as revendue 100 millions ensuite à un opérateur japonais? En fait, j'ai fait un arbitrage d'idées. J'ai pris une idée européenne qui était à l'époque le concept des contenus mobiles, donc sonnerie, logo pour téléphone portable, que j'ai amené sur le marché américain, qui à l'époque était très en retard. Et la boîte, après des débuts très difficiles, en fait, on a commencé aux États-Unis en 2001, après l'éclatement de la bulle, c'était... C'est après l'éclatement de la bulle. Après l'éclatement tu de la connais bulle. Personne. Tu arrives là-bas, tu connais personne. J'avais déjà vécu aux États-Unis. J'ai fait mes études universitaires là-bas. Okay. J'ai travaillé chez McKinsey, le cabinet de conseil en stratégie là-bas. Oui. Mais je n'étais pas connecté dans le monde de l'Internet. Et j'arrive là-bas donc en 2001. La bulle a éclaté. J'ai investi. Quand j'appelais des capitaux risqueurs pour leur dire d'investir dans mon idée qui était du B2C télécom, alors que toutes les boîtes B2C avaient fait faillite, toutes les boîtes télécom ont fait faillite. J'avais pas fini d'appeler, de demander de l'argent, qu'ils avaient déjà raccroché. Donc j'ai fini par investir 100% de ce que j'avais. On a raté la paie 27 fois, je ne pouvais plus payer mon loyer. On était vraiment passé à ça, de la faillite, des dizaines de fois. J'ai vécu dans les bureaux en mangeant des ramen noodles parce que la boîte coûte 50 cents. Donc j'arrivais à vivre avec 2 $ par jour parce que je ne pouvais plus payer de quoi manger. Mais la boîte en fait est passée de 1 million de chiffres en 2002, 5 en 2003, 50 en 2004 et 200 en 2005, sans financement. Rappelons le nom de cette boîte, parce qu'on n'a toujours pas prononcé ce nom. Ah oui, c'était Zingy, Z-I-N-G-Y. Alors, et ça faisait quoi exactement? C'était des sonneries, des contenus mobiles vendus aux opérateurs, aux États-Unis, en B2B, quoi, B2B2C. D'accord, tu ne vendais pas directement la sonnerie ou non. D'accord. Ça ne marchait pas sur le marché américain. D'accord. Et donc, tu l'as vendu en quelle année? En mai 2004, en fait, pour 80 millions. Et je suis resté jusqu'à fin 2005 avant de créer ma prochaine boîte. D'accord. Ces 80 millions, tu les as toujours? En fait, d'abord, 80 millions, c'est le prix de la boîte totale. J'en avais qu'un certain pourcentage. D'accord. Et ensuite... Parce que lui, il a toujours ses 600 millions. Hein, il est... Donc, j'avais pas 100%. Et ensuite, il faut payer des impôts, des choses comme 15%, ça. Non, à l'époque. Ça va passer à 20, là, mais c'est l'impôt sur les plus-values aux États-Unis était de 15%. Il est toujours, d'ailleurs. Fédéral, non, il est beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'en fait, la façon là-bas, on paye les impôts fédéraux, les impôts de l'État et les impôts de la ville. Alors, si on habite à Miami, on paye y compris sur les plus-values. Y compris sur les plus-values. Donc, à Miami, on paye effectivement que 15, mais maintenant, à New York, on paye 35. Moi, je vis aux États-Unis depuis 4 ans, mais je mets mes impôts ici, comme dirait l'autre. Et c'est trop dangereux. Et alors ensuite, donc tu t'es dit, ça a marché, la bulle s'est résorbée, on était dans de belles années, on était avant 2008, et tu es reparti sur autre chose qui est OLX. Oui. Alors, si je veux être un peu provocateur, je dirais qu'OLX, c'est la Craigslist, mais un peu moins connue. C'est ça? Ça dépend des pays. C'est-à-dire que c'est le bon coin, si vous voulez, sur les pays émergents. Donc si on est maintenant peut-être le 20e plus gros site du monde, on a 150 millions d'utilisateurs uniques par mois, à peu près 500 millions de visiteurs tous les mois. Dans les pays comme le Pakistan, l'Inde, le Brésil, le Portugal ou même toute l'Afrique, Nigeria, Kenya, etc., on est dans les top 5, 10 sites du pays, on est plus gros que tous nos concurrents réunis. Dans ces pays-là, on est beaucoup, beaucoup plus connu que Craigslist, qui est d'ailleurs complètement inconnu, ou Le Bon Coin. Maintenant... Oui, et Craigslist qui n'est pas très connu en Europe non. Enfin, on sait que ça existe parce qu'on est dans le métier, mais les grands publics... Tout à fait. Et donc, c'est un modèle gratuit. Donc, comment on gagne sa vie là-dedans? Donc, c'est en même temps le modèle du Bon Coin, ce que tu vas nous dire. Mais... Oui, en fait, on gagne une vie de 3 façons. On a des pubs dans les résultats de recherche. Et en fait, on est un moteur de recherche. Les gens tapent BMW 325i. Donc, il y a une intention d'achat. Donc, on a des taux de clic de 2-3%. Plus on est dans les catégories qui ont beaucoup de valeur. Donc, si on réfléchit sur l'Internet,
95% du chiffre d'affaires pour une boîte comme Google vient de 5% des recherches qui sont dans l'automoto, emploi, immobilier. Bon, voyage, on ne fait pas. Tu fais payer le etc. rank Non, on peut faire payer, on fait payer les 3 premiers espaces, on fait payer de remonter dans les résultats de recherche, et puis des services aléatoires. Et c'est des métiers très beaux dans le sens où on n'a pas d'inventaire. C'est des métiers avec 86% de marge brute. Dans les pays où on est à l'échelle, on a entre 50 et 70% de marge EBITDA. Et le marketing, comment tu fais ton marketing? Parce qu'il faut que les gens l'utilisent, OLX. Oui, comme on est une stratégie marketing multichannel, on fait plein de pubs télé, plus... Ça coûte cher quand même dans tes 86%. Parce que Mythique, par exemple, le matching est plombé, les comptes sont plombés par la pub. Hein, oui, mais nous, c'est au début. En fait, la différence peut-être, c'est que la plupart des places de marché sont des monopoles naturels. En fait, en tant qu'acheteur, on va sur le site qui a le plus d'objets en vente. En tant que vendeur, on va sur le site qui a le plus d'acheteurs. Donc très rapidement, de plus en plus d'acheteurs attirent de plus en plus de vendeurs. Et on finit avec un gagnant qui a 90% du marché. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire de pub. Et c'est pour ça qu'on finit avec des marges d'EBITDA de 50-70%. Parce que ça devient le standard. Comme Facebook ne fait pas de pub. Donc, ou Le Bon Coin en France, probablement. Le Bon Coin ne fait pas de pub, absolument. Et quel est le chiffre d'affaires d'OLX? J'ai quitté OLX, donc tu l'as quitté, voilà. Oui, en fait, j'ai vendu un peu cette année pour 250 millions de dollars. Ah oui, et il y a quelques. C'est pas la peine d'en parler parce que c'est pas. Il y a quelques mois, et donc je ne sais pas où ils en sont, mais bon, la boîte continue de fonctionner très bien. Tu as vendu pour 250 millions de dollars, donc ça, ouais. tu possédais 90% du capital? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins en fait que Zingy même. Parce que celle-là, c'est une compagnie qui, pour monter en échelle, a nécessité beaucoup de capitaux. On a investi, en fait, in fine, des centaines de millions de dollars. Donc 250 net des investissements. Et donc, j'ai fini avec beaucoup moins du capital parce que c'est une idée qui avait besoin de capitaux pour monter en puissance. Et dernière question, et on reviendra ensuite sur les conseils aux jeunes entrepreneurs. Maintenant, tu es un investisseur, tu es passé de l'autre côté, donc? Non, j'ai toujours été investisseur, en fait. J'ai commencé en tant qu'ange, même pendant la période d'Auckland, et c'est toujours été mon deuxième métier la nuit, où je crée des boîtes avec des amis, où j'investissais dans des boîtes. Je suis investisseur dans 120 startups Internet. Et ça aussi, ça fonctionne plutôt bien, mais je ne me vois pas comme investisseur. C'est quelque chose que je fais la nuit pour accompagner les entrepreneurs, pour voir les nouvelles idées, mais ce n'est pas mon métier à plein temps. Je vais redevenir entrepreneur. D'accord, donc tu as quelque chose en tête ou tu cherches, tu réfléchis? Je réfléchis. J'ai lancé quelques boîtes cette année, mais non pas en tant que PDG, mais en tant qu'executive chairman, et puis à voir. Je te remercie, on reviendra sur toi. On passe à Stéphane. Steve Ballmer est parti avec le troisième micro. On avait 3 micros, si la régie peut nous donner le troisième micro. On va pouvoir se le passer. Avant que je m'énerve. Bon. Donc toi, Stéphane, tu es aussi un serial entrepreneur. Tu avais une vie avant Neolan. Donc cette vie, tu avais créé une société que tu avais revendue à... Moi, j'ai créé dès la sortie de l'école. J'avais fait Centrale avec mes associés. Et on a créé vraiment dès la sortie. Et Neolan, c'est notre troisième aventure. On avait vendu les 2 premières, bien, j'ai envie de dire. Mais Neolan est sorti un peu du lot, oui. Neolan, tu l'as créé en quelle année? 2001. Donc je me retrouve un peu dans ce que tu racontais de suite. Nous, 2002, on en a bavé, bavé. J'ai vraiment cru qu'on mourrait à la fin de 2002. On n'a pas été négatif en trésorerie, mais on est passé pas très loin. Et après, c'était une belle histoire, très linéaire, de croissance. Je ne vais pas dire facile parce que c'est beaucoup de boulot, mais au moins on avait de la visibilité. Alors que 2002, c'était l'enfer. Alors, Neolan, ça fait quoi? Neolan, ça procure des technologies et des services pour aider les entreprises, et particulièrement leur département marketing, à communiquer avec les prospects et les clients. Communiquer, c'est être capable de délivrer un message, délivrer une offre, quel que soit le canal, sur les canaux sortants, mais également les canaux entrants, comme le web par exemple. Donc tout à l'heure, on va clarifier tous les concepts que beaucoup de gens ici connaissent par cœur. Les DMP, tout ça, c'est la clarification, puisque le sujet n'est pas des startups, mais les marchés, nos marchés. Ce n'est pas une suite de pitch de startups. Mais alors, pas du tout. Bon. Est-ce que c'est un DMP? Je pose quand même la question, parce que est-ce que c'est un DMP, Neolan? C'est une marketing plateforme. D'accord. Donc c'est sur le serveur. On a tous les modes de déploiement. On propose toujours d'ailleurs du on-premise qui tourne chez le client. On a proposé du full SaaS entièrement chez nous. On a y compris des modes mix où il y a une partie chez le client, typiquement les data, tout ce qui est
les données personnelles. Et par contre, on va gérer la communication sur les canaux. Donc moi, je suis Darty, un commercial. C'est juste pour comprendre qu'est-ce que ça m'apporte. Si je suis un e-commerçant. Donc un e-commerçant, typiquement, on va l'aider d'une part à recréer la vue 360 degrés de son client. C'est vraiment la première étape. Donc si je suis Darty, je veux d'abord récupérer tous les achats qui sont liés au client, tous ses passages sur le site web, tout ce qu'il a pu dire ou faire sur les réseaux sociaux pour déjà avoir une bonne vision du client. Ensuite, il faut que je le reconnaisse. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, sans rapport avec moi Darty. Donc vous êtes un collecteur de données. Non, non. Alors, dans ce qui nous concerne, le métier donc de Neolan Adobe maintenant, c'est on travaille sur le client connecté dans son rapport avec la marque. D'accord. On ne va pas essayer de le reconnaître quand il passe ailleurs sur d'autres sites qui ne sont pas liés à la marque. Comme Criteo. Criteo suit pour un même client. Exactement. Mais vous ne faites pas du retargeting, vous donnez de l'information. On va faire du retargeting sur la marque uniquement. Le client est passé, il a fait un panier, il l'a abandonné. Et peut-être qu'il va repasser chez Darty, mais en caisse, et on va essayer de se souvenir qu'il a abandonné un panier lorsqu'il est passé sur le web, et il passe en caisse, et peut-être qu'on va tenter quelque chose. Donc vous le suivez sur le site de la marque? On va le suivre sur le site de la marque, ses passages en magasin, toutes les interactions. Avec sur la son marque. Mobile, avec la marque. Vous ne le retargetez pas quand il va sur Le Monde ou non, sur autre chose. Nous travaillons vraiment sur le client, le prospect identifié dans sa relation avec la marque. D'accord, donc c'est le Big Data Internet CRM, on dira ça comme ça, oui. avec, sachant qu'on ne connaît pas forcément le client. Pour l'instant, on a quelques idées de ce qu'il est, de ce qui l'intéresse, mais on ne connaît pas son nom. Éventuellement, on connaît son nom s'il a acheté, s'il a interagi avec la base d'articles. On va commencer à construire une identité anonyme. Il est passé une fois, deux fois, je ne sais pas encore qui c'est. Et à un moment, il se découvre parce qu'il s'inscrit. À ce moment-là, je reconnecte ce qu'il a fait en tant qu'anonyme. Et on continue à le suivre. Et on continue à le suivre toute sa vie de client. Donc après, c'est vraiment la gestion du parcours client. C'est un nouveau client, il m'a acheté tel produit de mon entrée de gamme. Je veux lui revendre ceci dans 1 an, ça dans 3 ans, etc. Donc on va parler avec les autres intervenants du Big Data quand ce sera le moment, mais puisque je t'ai et que tu ne reviendras pas, est-ce que ça travaille avec les cookies? Le logiciel fonctionne avec le cookie, on est bien d'accord? Alors ça dépend de quelle partie on parle. Sur le web et pour les emails, oui. Par contre, lorsqu'on va s'intéresser à la connexion du magasin, au point of sale, donc la caisse enregistreuse, là, il n'y a pas de cookie. On veut reconnaître quand même le client par sa carte de fidélité, parce qu'on lui a donné un code à barre sur un papier, vu que le papier est visiblement toujours à la mode. Il a imprimé son code à barre, il passe en caisse, je l'identifie en caisse. Donc le cookie est l'un des moyens, c'est heureusement pas le seul. Non, mais c'est un moyen très important qui vous poserait beaucoup de problèmes si jamais Google décidait de supprimer les cookies sur Chrome et de mettre un identifiant unique Google. Est-ce que c'est comme une épée de Damoclès, ce que je viens de dire, ou pour vous, pour Criteo, pour tous les DMP? Non. Ça a un événement qui va changer notre business, c'est formidable, de nouvelles choses à inventer, mais notre travail chez Adobe, Neolan, ne repose pas sur le cookie particulièrement. Notamment tout ce qui est envoi d'email et suivi des campagnes email, on n'a pas besoin du cookie dans l'absolu. Mais est-ce qu'on peut suivre un client quand il est sur d'autres... Non, parce que là, vous, c'est simplement sur le site. Oui, il est identifié. En général, il est identifié. Soit à la caisse, soit sur le site. La question se pose plus sur Criteo et les autres DMP. Exactement. Donc, tu as vendu Neolan sans accent. Donc, Neolan, tu l'as vendu. J'ai été repris par ton équipe. Le nom est marrant parce que quand on l'a choisi, on voulait un nom qui se prononce bien en français et en anglais. Oui. Parce qu'on savait qu'on voulait aller à l'étranger. C'est le cas. Donc voilà, oui, on l'a choisi pour ça. Donc c'est sans accent et on dit souvent les 600 Neolan millions en français. Alors, tu as vendu en quelle année? Là, il y a 1 an et demi. En juillet cette année. Et donc 600 millions, tu étais combien tu possédais du capital? J'ai partagé beaucoup, je crois qu'on est dans le même cas. Heureusement, pour construire ces belles histoires, il y a beaucoup d'intervenants. D'abord, j'avais 3 associés, dont un qui est dans la salle, Benoît, que j'ai vu. Et pas de cloche? Non, c'est pour les gens qui aiment. 3 associés, je pense que c'est une partie de notre succès, c'est qu'on a su travailler en équipe, c'est important. 3 investisseurs, Xange, Auriga et Battery Venture. Donc voilà, ça fait beaucoup de mal. Et ensuite, on a donné bien sûr des options aux salariés. C'était largement mérité. Donc maintenant, tu es vice-président d'Adobe. Oui. Alors comment on fait quand on a vendu, qu'on est un entrepreneur, pour rester motivé au board d'un grand machin que tout le monde connaît, qui est évidemment très performant, mais qui reste quand même
aussi une administration. Comment c'est une question de tempérament, je crois. Hein. Ça dépend des personnes. Moi, je le vis bien. Je le vis bien parce que je l'avais déjà fait quand on avait vendu Apsilog à Peregrine. Et j'étais resté chez Peregrine Systems pendant 3 ans. Donc Peregrine Systems, c'était 300 personnes quand ils nous ont racheté. Et puis on est monté à 2000. J'étais vice-président aussi. Je reportais à Steve Gardner, le CEO. Non seulement je l'avais vécu bien, mais j'avais énormément appris. Donc moi, mon intention aujourd'hui chez Adobe, c'est d'apprendre à nouveau, apprendre, parce que c'est quand même un très bel logiciel. C'est un des plus vieux éditeurs logiciels de la vallée, qui est en train de faire une fantastique conversion vers le modèle SaaS. Donc ils ont un récurrent qui est gigantesque. Enfin, nous avons un récurrent maintenant. Tu vis où? Toujours en région parisienne. J'ai pas déménagé. Tu n'as pas déménagé là-bas au soleil? Ok, merci Stéphane. Frédéric, on passe à toi. Et donc toi, tu es de l'autre côté. Donc on s'est connus il y a longtemps. Tu as été chez... tu as participé à la fabrication de Bouygues Télécom, j'ai envie de dire, hein, y compris dans les installations de trucs sur les toits. La licence, 96, absolument. Du réseau. Donc tu as toute une carrière dans le high-tech, surtout dans les télécoms, surtout orienté télécom. Aujourd'hui, tu vis à Londres et tu t'occupes pour EMEA d'identifier des opportunités d'investissement, puisqu'on est dans l'ère de l'open innovation, ce qu'a dû dire Philippe Rodriguez, qui est un mot qu'il aime bien, et ça veut dire qu'il y a deux manières d'innover, où on a des ingénieurs, un service de R&D, où on rachète suffisamment tôt des petits malins qui créent leur start-up, etc. Et ça peut marcher, Android, hein, il y a plein d'exemples, et évidemment Neolan. Et donc Cisco s'est retrouvé un peu en décalage, puisque c'était un acteur central à une certaine époque de nos marchés, et aujourd'hui ça reste un fabricant. Et puis bon, il y a Webex, il y a quelques solutions de vidéoconferencing, etc. Et donc Cisco a un peu raté des trains, et donc il a constitué des équipes d'investisseurs comme toi qui vous baladez pour identifier. Et comment on fait? Donc ma première question, elle est toute bête, hein, comment on fait pour identifier la perle rare? Ouais, moi je dirais ça fait 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs comme Stéphane, Fabrice et beaucoup d'autres dans leur expansion internationale de business. D'abord en tant qu'investisseur en capital côté financier, et puis depuis maintenant une autre dizaine d'années du côté des grands groupes industriels. Cisco n'a pas spécialement raté de marche. Cisco, au contraire, est un acteur qui est né du venture capital, qui a inventé le protocole Internet, qui a fait un premier tour de venture capital 3 ans après sa création, qui a été en bourse 3 ans après encore, qui a fait sa première acquisition 3 ans après. Et depuis, j'aurais pas dû dire ça. En le disant, je regardais, je me suis dit, je vais avoir droit. Et depuis cette époque, bon, alors et maintenant, alors. Cisco en fait est un acteur majeur de l'innovation. Alors l'innovation interne en termes de R&D organique, on investit à peu près 5 milliards tous les ans dans la R&D, ça représente 20 000 ingénieurs sur les 70 000 personnes du groupe, mais on investit aussi beaucoup dans les acquisitions et dans leur intégration, donc notre capacité à identifier justement des entrepreneurs qui ont créé de l'innovation technologique et qui peuvent s'intégrer sur les plateformes de Cisco et dans les business process de Cisco, elle est majeure, et Cisco est la société qui achète le plus en nombre et en valeur de technologie. Mais à côté de ça, on est également un des plus gros corporate VC. On a un portefeuille de 70 sociétés, ça représente à peu près 2 milliards de valeur. Et le but, il est de créer en fait cet écosystème autour de Cisco, et c'est de plus en plus important alors que Cisco va vers un métier de plus en plus logiciel, et d'identifier non seulement des partenariats, alors ça peut être des partenariats de R&D, des partenariats de go-to-market, des partenariats capitalistiques qui viennent s'ajouter à cela, et qui préparent une éventuelle acquisition plus tard. C'est ça le modèle d'innovation et d'open innovation de Cisco. D'accord. Et comment on identifie les perles rares? Donc tu passes ta vie, je sais pas, en Russie, en Pologne, en Lituanie, en Israël. Effectivement, d'abord on a une couverture mondiale, donc je ne suis qu'un des maillons de cette fantastique usine. Je couvre l'Europe, le Middle East, l'Afrique, Latin America, toute la zone internationale, mais j'ai des collègues qui couvrent évidemment les États-Unis, l'Inde, la Chine. Et dans tous ces pays-là, on a finalement un screening de toutes les sociétés, de tous les CEO. D'abord, on se concentre beaucoup sur les CEO, les serial entrepreneurs, les CEO qui sont connectés à l'international, et puis les technologies et les business qui semblent se développer avec succès. Donc on a cette analyse permanente. Et puis, à l'occasion d'un tour de financement, justement, on va avoir l'occasion de regarder plus en détail certaines d'entre elles,
peut-être d'investir d'entre elles, d'apprendre à se connaître, et ça va donner quelques années plus tard l'opportunité d'une acquisition éventuelle. C'est un long processus. D'accord, donc tu ne te balades pas dans tous les... comme le Web Summit, enfin il y a plein d'événements comme ça où les entrepreneurs rencontrent les startups. Toi, tu passes ta vie là-dedans, j'imagine. On a des équipes, j'ai des équipes qui vont beaucoup dans ces événements-là. Et toi, tu n'y vas pas? J'y vais de temps en temps. J'y vais en général une fois tous les mois, tous les 2 mois, pour présenter nos activités. On a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à nous, à vrai dire. À l'occasion de leur tour de table. Hein. Et puis, on voyage évidemment dans tous ces pays, mais on utilise aussi beaucoup la vidéoconférence de Cisco, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez des secteurs cibles? Tu as 4 secteurs cibles prioritaires qu'on t'a dit, ben voilà, dans ta roadmap, tu as ces 4 secteurs. Il faut qu'à la fin de l'année, on va voir ce que tu as identifié comme opportunité et si elle valait vraiment le coup. Je dirais qu'on a une graduation de secteurs cibles. On a, ça part, tu sais, on va dire, on a 10 projets clés de développement R&D chez Cisco qui vont révolutionner les architectures de l'Internet. Ça, c'est de la pure R&D. On a 36 business units qui ont chacune leur priorité de R&D, de partenariat, d'acquisition et de partenariat plus investissement. On les suit toutes les 36. On a aussi des domaines où on réfléchit à plus long terme. Indépendamment des business units, on identifie des domaines porteurs tels que Internet of Things, tels que Payment, tels qu'un certain nombre de choses comme ça, dont on pense qu'elles ne sont pas incluses dans les core business de Cisco aujourd'hui, mais qu'elles pourraient très bien l'être d'ici 3, 4, 5 ans. Et dans ces secteurs-là, on identifie les meilleures sociétés mondiales dans lesquelles on va essayer de créer des partenariats ou des investissements minoritaires. Parce que le risque pour Cisco, c'est de suivre ce qui est arrivé aux opérateurs de télécommunications. On verra avec Olivier Roussat tout à l'heure, mais c'est de devenir ce fameux dump pipe, c'est-à-dire d'être finalement le transporteur et de rater toute la révolution logicielle et du big data, etc., qui s'est faite sans Cisco à ce moment-là. Ce risque, il a été identifié il y a déjà quelques années et il est donc largement adressé. Aujourd'hui, Cisco est dans une transition, une révolution, je dirais, de ces plateformes, avec la vision que finalement on est en train de passer d'un web 2.0 qui était centré sur l'usage du web à un monde application-centric où on accédera à l'Internet pour des applications avant tout, et finalement la plateforme va devenir le réseau. Alors, Hervé, tu peux nous ramener des micros s'il te plaît, tant que tu y es, et puis une baguette pour midi, merci. Et donc on est à fond sur cette vision du network as a platform. Le réseau va devenir la plateforme de la plupart des applications et la plupart des usages. Donc Cisco va devoir racheter des néoLAN, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va devenir des éditeurs de logiciels applicatifs. Ça veut dire qu'on va offrir une plateforme réseau qui va être la plateforme qui peut agréger la plupart des applications de nouvelle génération et en même temps offrir une connectivité à la plupart des devices. John Chambers vient en France parfois ou bientôt? Tout à fait. En juin, par exemple, pour notre AG, il pourrait venir? On pourra regarder ça. On va regarder ça. Très bien. Ben, je te remercie. On va juste finir donc, sur ce qui était le sujet initial, mais c'était vous le sujet initial d'abord. Toi, tu redeviens un jeune entrepreneur finalement et tu es français. Oui. Alors, quel conseil donnerais-tu aux start-upers qui sont ici pour faire 80 millions plus 250 et on ne sait pas quoi après? Est-ce que tu recréerais, par exemple, dans ce formidable écosystème vanté par Steve Ballmer que nous avons en France? Mais en fait, les écosystèmes se sont très démocratisés. C'est-à-dire que quand le coût de développement d'une startup, aujourd'hui, il est infime. Quand j'ai monté Auckland, il fallait acheter des serveurs Oracle, des bases de données Oracle, des serveurs Microsoft. Il fallait monter notre propre data center. Ça coûtait des millions et des millions, à l'époque en francs, pour monter une startup. Plus le développement qui était pas... Plus le développement. Aujourd'hui, je peux plus ou moins lancer n'importe quelle startup B2C, C2C pour moins de $50 000 de n'importe où dans le monde. Donc, il y a une incroyable démocratisation de la création d'entreprises, de l'innovation. Et aujourd'hui, des gens de n'importe où dans le monde peuvent lancer des startups. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'entrepreneuriat est assez inné mondialement. On voit de plus en plus d'entrepreneurs mondiaux. Dans mon cas, ma dernière boîte elle est dans 96 pays. Je suis investisseur en Russie, au Brésil, au Pakistan, en Inde, etc. Et par contre,
même si les écosystèmes se sont démocratisés, il y en a de plus en plus, il faut quand même, pour pouvoir créer des très grosses boîtes, que l'écosystème soit complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, on a les entrepreneurs, on a les anges, donc on a des gens qui ont réussi, qui financent les startups, donc on a du seed money. Par contre, les écosystèmes d'après, donc le capital risqueur de premier tour, les tours A, les tours B, C, et puis les sorties, sont très différentes selon les pays. Donc si on est au Chili, il y a un magnifique système qui s'appelle Startup Chile, qui crée beaucoup de startups, mais le problème, c'est que le marché domestique est petit. Il y a peu d'acquéreurs, il y a peu de gens qui vont financer les tours suivants. Et puis, pour une compagnie américaine qui va regarder dans sa liste d'achat des entreprises, le Chili, c'est la priorité 350, donc ça ne va jamais se faire. Et donc, d'habitude, je recommande aux gens d'aller s'attaquer à des grands marchés. Ceci dit, le marché français est suffisamment grand pour créer des boîtes comme Vente Privée ou Mythique, etc. Maintenant, c'est une question d'ambition. Si on va créer un projet qui est très innovant, il n'y a aucune raison de ne pas être aux États-Unis. C'est le marché qui est à la pointe, où on a un marché qui accepte les nouvelles technologies le plus facilement, où il y a le plus de facilité de financement et de sortie. Par contre, si c'est un projet qui est peut-être une copie, par exemple, d'une idée américaine, etc., c'est très logique de le faire ici, où il y a des opportunités d'arbitrage. Donc, en résumé, c'est beaucoup plus facile que ce n'a jamais été de créer des boîtes, partout dans le monde, et notamment en France. La France a fait des progrès dans la simplicité de création d'entreprises. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans de créer une entreprise en France. Maintenant, c'est une question d'émission. Si on crée une boîte qui vaut des dizaines ou des centaines de milliards, il n'y a pas beaucoup d'opportunités au-delà des États-Unis aujourd'hui. L'un des critères importants pour un créateur, qui regarde un peu devant quand même, c'est la fiscalité. Donc, est-ce que c'est un critère que toi, tu regardes ? Pas vraiment en fait. La raison pour laquelle j'ai quitté la France pour créer Zingy, etc., c'est par opportunité. Je suis allé là où l'idée m'a amené. Et dans le cas échéant, je suis à New York parce que pour Zingy, c'était le plus logique par rapport à l'endroit où étaient les compagnies de musique et les opérateurs mobiles. Pour OLX, vu qu'on a des équipes en fait partout dans le monde, en Russie, en Chine, etc., j'avais besoin d'être en endroit central et d'avoir accès au capital, donc New York encore une fois. Maintenant, si jamais j'étais dans la big data ou dans le social, je serais dans Silicon Valley. Si je voulais faire une idée franco-française, je serais en France, et ainsi de suite. Donc c'est plus par opportunité. La fiscalité n'est pas si importante que ça, jusqu'à un certain niveau, mais parce que la réalité aux États-Unis, les impôts viennent de passer quelque part de 15-20% à 35-40, bon, ça ne change pas grand-chose. Alors, il y a plein de choses qui changent en réalité, parce que je vais prendre un exemple très simple. L'EBG, on va annoncer tout à l'heure que le lancement, entre guillemets, de nos bureaux à New York et à San Francisco, je dis entre guillemets parce qu'ils y sont depuis 5 ans, avec Agrion, que les gens ne connaissent pas forcément, qui est une autre organisation filiale de l'EBG dans le développement durable et les énergies nouvelles. Et puis, c'est bon, maintenant, on va mettre... l'EBG a financé Agrion et maintenant Agrion va financer l'EBG. Et donc on a recruté des équipes, on est prêt en avril, on a un gros meeting et on commence nos réunions sur place là. Et donc j'ai un peu éventé ce que j'allais dire tout à l'heure, mais si ça avait été un échec, si ce financement avait été un échec, une décision a été prise par le gouvernement par exemple de considérer que des abandons de créances de nature financière ne sont plus déductibles de l'impôt de l'IS. Ça veut dire qu'on finance à hauteur de 2,7 millions, c'est ce que nous ont coûté nos filiales. Si ça échoue, ces 2,7 millions, je ne peux pas les déduire de mes impôts. Parce qu'on va me dire, vous faites un abandon de créances non commerciales mais financières, vous aidiez votre filiale, vous l'avez dans le baba, c'est tant mieux pour vous. C'est une décision qui a été prise comme ça, il y a un an à peu près. Et sans nous prévenir, nul n'est supposé ignorer la loi. Nous, on a fait un rescrit fiscal, on a écrit, donc on ne ferme pas, hein, donc on n'est pas dans ce cas de figure-là, mais c'est quelque chose auquel un entrepreneur pense. Oui, mais on se projette dans tout, tu ne vas pas risquer... Non, mais c'est peut-être vrai pour quelqu'un qui est déjà à une certaine échelle. Un entrepreneur qui commence, il n'a rien. Donc, imaginez le fait qu'on ait eu des pertes et que donc il faut les déduire des impôts, etc. C'est un problème de riche quelque part. C'est un problème une fois qu'on a réussi, qu'on a des bénéfices, est-ce qu'on investit à droite à gauche. Mais quand on est une start-up, on n'a pas du tout ce genre de problème. On a les problèmes de base sont est-ce qu'on va trouver des clients, est-ce que je vais réussir à financer, vous payer, faire la paie le mois prochain, est-ce que mon modèle économique fonctionne, etc. Est-ce que j'ai un marché? Oui, alors on va parler, parce que toi, tu es dans deux choses. Tu es dans le B2C et tu n'es pas allemand. Si tu étais allemand, tu mettrais le verbe à la fin, donc tu réfléchis à ce que tu vas dire avant de construire ta phrase. Ça veut dire que les Allemands, si tu vas... on est allé aussi créer notre bureau en Allemagne. Moi, j'y ai vécu 2 ans et demi. Et ils savent exactement où ils seront dans X années. Ils ont tout prévu et ils ont fait un rétro-planning.
Et donc tout ça, non, pas les startups allemandes. Je suis investisseur dans 20 startups allemandes. Les Allemands d'une façon générale. L'entrepreneur, l'entrepreneur est le même partout. Il prend des systèmes établis, parce qu'ils n'ont pas de les casser. d'instabilité décisionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas comme nous, un matin en nous levant, de découvrir que la plus-value est mise dans l'impôt des personnes physiques. C'est-à-dire que ça ne leur arrive pas. Je suis d'accord qu'à la base, les institutions stables et solides et où il n'y a pas d'indécision sont bien plus intéressantes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une grande instabilité institutionnelle aux États-Unis qui est tout à leur détriment, surtout que ce soit les passages de la réforme de l'immigration, de la fiscalité, etc. Donc, une institution stable à la base est très valorisée et valorisable. Mais ce n'est pas ce qui, au jour le jour, fait la décision de l'entrepreneur. Oui, je peux recommenter ce point-là très vite. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Le jeune entrepreneur ne se pose pas la question de la fiscalité. Le problème, c'est le deuxième étage. C'est l'entrepreneur qui a réussi une première fois ou peut-être 2 fois. Et puis, pour sa vie professionnelle, à un moment, il a dû partir. C'est quand même assez courant d'aller aux États-Unis pour finir, entre guillemets, son expérience, même si moi, je ne l'ai pas fait. C'est quand même très courant. Et ceux-là ne reviennent pas. Et on leur pose la question, on a la même réponse que ce que Fabrice vient de dire. Non, je reviens, non, ça n'a rien à voir, mes intérêts sont là-bas. Bon, c'est gentil, moi j'observe que les entrepreneurs français qui ont réussi, qui à un moment sont partis à l'étranger, ne reviennent pas. C'est une réalité, et je pense qu'il faut le dire, parce qu'on a un vrai problème. Donc ça ne concerne pas le jeune entrepreneur, il ne se pose pas ces questions, et on ne se les posait pas. Voilà. Les entrepreneurs qui ont réussi, qui sont quand même ceux qui ont la capacité de recréer avec nous des géants en France, ben, ils ne reviennent pas. C'est affreux. Oui, mais le marché est plus grand et c'est plus facile. C'est peut-être plus ça qu'autre chose. Parce que tu es dans le B2C. Donc toi, j'en connais qui sont venus en Angleterre, en Suisse. Tu as une spécificité, c'est que tu es un entrepreneur du B2C. Oui. Tu crées des plateformes qui ont vocation à être utilisées par des millions d'utilisateurs individuels, de familles, etc. Stéphane, lui, vend aux entreprises. C'est centralien, c'est dans ta culture, et tu as commencé comme ça, et tu le fais. Et la présence de grands groupes en France, CAC 40, SBF 120, a aidé Neolan. Parce que vous avez eu des clients, ça a aidé le BG, c'est nos adhérents. Il se trouve que depuis quelques années, les grands groupes souffrent. Est-ce que... C'est vrai, mais la France reste un beau marché pour démarrer, hein, c'est ce que Fabrice disait, et j'adhère, c'est pas le plus gros, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour lancer le momentum, et ensuite... Voilà, et après, très vite, particulièrement dans le B2B, très vite, il faut aller ailleurs. Donc soit on va en Europe, et vite fait, on va faire l'Allemagne, l'Angleterre, ou alors il faut aller aux États-Unis de suite. Les premiers bureaux étrangers de Neolan, c'était... C'était Londres, Copenhague, Boston aux États-Unis, et l'Allemagne uniquement après. D'accord. Vous étiez aux États-Unis avant qu'Adobe vous rachète ? Oui, bien sûr. On avait 80 personnes avant le rachat aux États-Unis. J'entends 350 en tout et 80. Quel était le chiffre d'affaires au moment du rachat par Adobe ? Alors, je peux communiquer uniquement sur la dernière année qu'on a annoncée, qui était 44 millions d'euros en 2012. D'accord. Et quand on est investisseur, est-ce qu'on se pose la question du siège de la société ? Oui, le siège est assez important. En fait, je dirais au-delà de l'entrepreneur lui-même, et je partage tout à fait ce qui a été dit avant, mais un des facteurs clés de succès de la plupart quand même des startups technologiques, c'est la capacité aussi à attirer des actionnaires, et si possible des actionnaires internationaux, parce qu'il faut être connecté avec ses équipes de management, avec la Silicon Valley, mais c'est vrai également au niveau du conseil d'administration. Et la capacité d'attirer des investisseurs internationaux, elle n'est pas maximisée, franchement, quand on est en France, clairement d'un point de vue fiscal. Ceci étant dit, il y a un écosystème excellent, mais il faut effectivement très très vite aller à l'international, et cela à tous les niveaux de l'entreprise depuis le... C'est plus que l'investisseurs. Une des choses, c'est la flexibilité. En tant qu'entrepreneur, on a des métiers qui changent très rapidement. De temps en temps, tout va bien. De temps en temps, il faut pouvoir monter et descendre en puissance. Et en France, on n'a pas vraiment une flexibilité au niveau du marché du travail qui est très prisée par les entrepreneurs. Et par les capitaux risqueurs. La plupart des capitaux risqueurs américains que je connaisse ne veulent pas investir en France parce que si ça se passe mal, ils ont du mal à virer, ils ont du mal à changer de positionnement, etc. Moi, en tant qu'entrepreneur aussi, hein, finalement, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on investit, on a ouvert notre première filiale en Allemagne en 2004, à Stuttgart à l'époque, après Francfort, etc., puisque Stuttgart n'est pas le bon endroit, et puis les États-Unis, etc. Et puis, au bout de 8 ans, les députés décident que les abandons de créances financiers pour les filiales ne sont plus fiscalisables. 8 ans après, et ça s'applique aux 8 années précédentes. Et je me dis, mais tu vois, on accepte, parce que quand tu es entrepreneur, tu acceptes les emmerdes, parce que tu n'as que ça, donc il vaut mieux faire autre chose. Et non mais c'est vrai, tu n'as que ça, donc tu acceptes les emmerdes, donc on est incroyablement souple et plastique.
Et on l'est toujours. Mais moi, je décolle le 12, je décolle pour New York et j'y repars. Voilà. Bon, allez, on continue. Le conseil, je suis désolé, mais... je suis désolé. Le conseil aux jeunes entrepreneurs, c'est quoi? Moi, cette question, je suis sur une réponse qui est claire et qui est une recette qui nous a réussi à mes associés et moi, c'est de s'associer. Moi, je trouve qu'avoir une bonne idée et puis être bon individuellement, c'est bien. Si on peut s'associer avec une ou deux personnes qui vont compléter nos qualités ou pourvoir à nos faiblesses, eh bien, ça minimise le risque autour du projet. Parce que le projet, il y a l'idée, et il y a beaucoup de bonnes idées, mais ce qui va faire qu'on va réussir beaucoup, c'est la qualité d'exécution derrière l'idée. Et la qualité d'exécution, l'une des manières de l'assurer, c'est de s'associer avec des personnes, avec des profils qui vont bien compléter ce qu'on sait faire. Parce qu'une start-up, ça doit être les meilleurs dans tout. Parce que tout exactement, est tellement la meilleure techno, les meilleures ventes, la meilleure gestion. Et toi, Fabrice? Et puis on finit là-dessus, on va donner la parole à l'audiovisuel, puisqu'on a beaucoup d'annonceurs dans la salle. En fait, le génie est dans l'exécution, donc je rejoins tout à fait cette idée-là. Par contre, choisir la bonne idée aide beaucoup. Et donc, je le fais de manière où j'investis dans des entrepreneurs qui approchent ou abordent leurs idées de manière cartésienne. Donc, on a 10 critères de sélection d'idées et on s'assure que les idées s'attaquent à des grands marchés, ont des modèles économiques valides, etc., etc. Et donc, choisir la bonne idée et puis ensuite itérer. La réalité, c'est que on ne sait jamais à l'avance ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. Et donc, on utilise justement la big data pour décider quasiment de tout. Donc, on n'a pas besoin, une fois qu'on exécute, d'avoir l'idée ou d'avoir la chose qui marche. On essaye tout. Donc, est-ce que le bouton il est orange ou il est vert? On teste les deux et on voit là où il y a les meilleurs taux de conversion. Donc, c'est itérer, itérer, itérer. Donc, l'Internet, c'est le monde où les rapides mangent les lents, où les petits peuvent manger les gros parce qu'ils vont plus vite. Et donc, c'est aller très vite et itérer jusqu'au moment où on trouve quelque chose qui marche vraiment. Et oui, parce que ce fameux, on l'a pas, mais ce fameux schéma du succès avec un point d'où on part, le point où on est supposé arriver, et puis le chemin qui mène fait ça, qu'on connaît bien. Voilà, merci à tous, merci à tous les trois.